la question de la victoire ou de la défaite, elle est corrélée à des objectifs. Israël avait des objectifs militaires, politiques, et après toute cette période de la résistance palestinienne, de l'intifada palestinienne, que ce soit à Al-Quds en 48 et à Gaza, Israël n'a pas atteint ses objectifs. C'est-à-dire, quand on parle de victoire, c'est que l'ennemi n'a pas pu atteindre ses objectifs. Quand tu n'atteins pas ses objectifs, c'est-à-dire que tu as échoué dans ton entreprise d'agression, parce que c'est Israël qui agresse le peuple palestinien. Donc, c'est en cela important quand même de définir la signification de nos victoires aux défaites. Deuxième élément, la trajectoire historique d'Israël est une trajectoire où Israël a perdu de sa force expansionniste. Je ne vais pas revenir sur le Sinaï et d'autres endroits. Je vais revenir juste le 25 mai 2020, c'est-à-dire l'invasion du Sud-Liban. Israël va quitter sans gloire la frontière, en fait, le sud du Liban, et il va aux côtés de... Comment? En 2000, tu veux dire, tu as dit 2020. Non, en 2000. Oui, voilà, En c'est en 2000. 2000. Oui, oui, 25 mai 2000. En fait, ils vont quitter sans gloire l'armée israélienne avec la milice supplétive, l'armée du Sud-Liban. Ils vont quitter le Liban parce qu'ils ont été défaits. Le 17 mai 2005, l'État colonial israélien va ordonner à l'armée et à la police l'évacuation de Gaza. Et ce qui est important, c'est qu'il y a aussi l'évacuation de 7000 colons qui composent, qui étaient implantés à Gaza. Ça veut dire les colons, on a été en capacité de les expulser des territoires palestiniens. Bien sûr, ils vont aller s'installer malheureusement, notamment dans certaines villes comme Al-Lud, etc., et qui représentent d'ailleurs une partie des gangs qui terrorisent le peuple palestinien. Donc, ça, c'est sur la question territoriale. Deux, le rapport de force régionale par rapport à Israël n'est plus en sa faveur parce qu'il y a des forces dans la région qui lui contestent son hégémonie. Troisième élément, c'est aussi le plus en plus, ça veut dire l'Occident d'une manière générale, il perd de sa super et il est confronté à d'autres défis. Les États-Unis d'Amérique, ils ont une souveraineté énergétique et maintenant, il y a de moins en moins un intérêt vers le Proche-Orient. Ils s'intéressent beaucoup plus aux défis que leur lance la Chine et la Russie. C'est pour cette raison que je dis en fait que le rapport de force général ne plaide pas en faveur d'Israël. J'ajoute à cela le rôle que nous jouons, nous, en tant que diaspora, en Occident. On joue un rôle important. Là, on a vu un certain nombre d'analyses concernant la situation aux États-Unis, concernant l'opinion publique. Le mouvement des vies noires compte, il a joué un rôle important en faveur de la Palestine. La diaspora palestinienne, elle a joué un rôle important pour qu'il y ait un changement d'opinion au niveau de la population américaine. C'est fragile, certes, et parce que de plus en plus, les gens, ils se renseignent à travers les réseaux sociaux, à travers d'autres formes que les appareils idéologiques de l'État. C'est pour cette raison que je pense le rapport de force, comme il l'a bien expliqué Taimour, il est de plus en plus en défaveur d'Israël. Il y a une dynamique générale qui fait qu'Israël, elle est de plus en plus dans une situation, en fait, pas expansionniste, mais dans une situation où elle est obligée, même à l'intérieur de la Palestine, de céder des territoires. C'est pour cette raison que le processus historique, et surtout si on a demain, en fait, la réussite du processus révolutionnaire dans le monde arabe, alors ça va être le déclin d'Israël, c'est une certitude. Imaginez une révolution, une nouvelle révolution en Égypte et dans d'autres pays, ça va pouvoir que la population arabe de pouvoir rejoindre la résistance palestinienne et défaire le projet sioniste de colonisation en Palestine historique. Barakallahu fik. Allah يبارك فيك. Alors du coup, je vais reposer la question. Donc, en quoi cette défaite, comme on l'a un petit peu expliqué, donc cette défaite d'Israël, du fait du cessez-le-feu actuel,
est lourde de sens pour les tenants de l'islamophobie et d'un régime sécuritaire en France. Ben, tfaddal, mon frère Taïmour. Barakallah fik. Shukran ya Mehdi. C'est, ce que tu as dit était vraiment très percutant. Alors malheureusement, j'ai pas pu tout écouter, mais de ce que j'ai écouté, c'était vraiment très intéressant. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit Malak. Elle a raison de modérer un petit peu notre enthousiasme. Ce n'est pas la victoire finale. La Palestine est encore sous occupation. Il y a encore des exactions. Gaza elle est toujours sous blocus. Il ne faut pas oublier, surtout dans nos dohas, dans nos invocations, les plus de 230, près de 240 martyrs qu'il y a eu dans la bande de Gaza, les 2000 blessés et les dizaines de martyrs qu'il y a eu en Cisjordanie. Et je le rappelle, dans ce qu'on appelle la Palestine de 48 ou dans l'État d'Israël, c'est-à-dire les Palestiniens qui vivent avec la citoyenneté israélienne et qui ont été aussi qui ont subi des chasses à l'homme et qui ont été pour certains tués. Donc, il ne faut pas les oublier dans nos dohas et ça reste, malgré tout, il y a une certaine joie dans ce qu'on peut quand même qualifier de victoire, même si ce n'est qu'une victoire. Donc là, je rejoins en partie ce que dit Malak, mais en même temps, je me permets de lui dire, voilà, ça nous permet d'espérer dans cette victoire même d'étape, cette joie, elle est quand même entachée par toutes ces victimes et la dure vie que vivent les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie et ailleurs et dans les camps de réfugiés à l'étranger, c'est-à-dire au Liban, en Syrie et ailleurs. Et surtout aussi ne pas oublier que ce que subissent les Palestiniens, en réalité, c'est l'ensemble du monde musulman, ou en tout cas de nombreux pays du monde musulman, qui subissent des oppressions, des massacres, des destructions majeures, et que si la Palestine est dans cet état-là, si la Palestine est encore sous occupation, c'est aussi parce que le monde musulman, il est dans un état encore très piteux et très difficile. Mais on peut quand même qualifier cela, je rejoins Mahdi à ce niveau-là, donc je vous rejoins tous les deux, hein, on va dire, on peut qualifier cela de défaite pour Israël, et c'est aussi une défaite au sens plus large de l'image de ce qu'est Israël. C'est-à-dire qu'au niveau de la symbolique, Israël, elle a construit, si vous voulez, Israël est pleine de paradoxes. C'est à la fois un État qui se veut expansionniste et guerrier, mais sans vouloir faire la guerre. C'est-à-dire qu'Israël est adepte de ce qu'on appelle en gros la doctrine du zéro mort. Ce que font en gros le principal souci des pays occidentaux depuis quelques années dans les guerres, c'est d'avoir zéro mort dans leur rang, ou en tout cas le moins de victimes possible dans les rangs de leurs armées. Ils veulent en gros faire des guerres dans lesquelles ils ne se salissent pas, enfin je veux dire dans lesquelles ils ne perdent pas de vie humaine. En gros, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, ils veulent conquérir des pays ou prendre des intérêts sans les sacrifices qui s'imposent. Et Israël, c'est clairement ça, et ça depuis très longtemps. Israël a toujours eu cette politique de on limite au maximum, ce qui est aussi normal, mais non seulement on limite au maximum les pertes humaines, mais en plus de ça, on ne veut pas les supporter. On veut à la fois l'expansion, on veut prendre toute la Palestine, on veut rayonner dans la région, mais sans accepter les sacrifices que cela implique. Or, ce que disent de nombreux Palestiniens, des leaders, des gens de la population, c'est que eux détestent la mort. Nous, on n'a pas de problème avec. Au contraire, on recherche même le martyr. Ce que disent beaucoup de Palestiniens, c'est que nous recherchons le martyr. C'est une des meilleures morts qu'un musulman puisse avoir. Et je rappelle quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est que les leaders politiques et militaires palestiniens, ou de la résistance plutôt, je dis bien d'une manière générale, ne sont pas à l'image, ils ne sont pas à renvoyer dos à dos, ils ne sont pas à renvoyer en face à face plutôt avec les leaders israéliens. Ils ne sont pas du tout de la même trempe, ils ne sont pas de la même nature. Israël est adepte du zéro mort, ne veut pas faire de sacrifices, ne supporte pas les sacrifices qu'impose l'occupation d'un pays, qu'impose les guerres qu'elle veut mener. Les Palestiniens acceptent que leur leader se fasse tuer. Ils acceptent non seulement ils acceptent dans le sens où ils savent que c'est inéluctable. La lutte inclut des sacrifices lourds. Donc, à la fois, nous disons que nous sommes tristes pour ces martyrs, mais en même temps, nous savons qu'ils sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Donc, ça devrait nous réjouir. Cet aspect-là devrait nous réjouir. Mais en plus de ça, les leaders palestiniens, et on l'a vu notamment lors de cette séquence, lors de cette bataille, de nombreux commandants de la résistance ont été tués. Les commandants de la résistance, les leaders politiques palestiniens sont régulièrement
des cibles prioritaires pour les Israéliens. De nombreux chefs de mouvement, ou de hauts cadres, des commandants, etc., ont été lâchement assassinés, bombardés, leurs familles parfois, c'est-à-dire qu'on ne fait pas dans la dentelle, on a tenté de tuer leur famille. Il faut savoir, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du commandant suprême de la résistance, Mohamed al-Deif, qui est un des nombreux commandants de la résistance, mais qui est l'un des principaux, qui est l'homme le plus recherché par Israël depuis 30 ans. Il a subi plusieurs tentatives de meurtre, au point qu'il en est maintenant, il me semble, borgne et paralysé. Et l'une des dernières tentatives qu'il y a eu, c'était en 2014. Israël a carrément, quand il y avait un cessez-le-feu, et Israël a brisé le cessez-le-feu pour tenter de tuer Mohamed Deif. Et au lieu de le tuer, ils ont tué sa femme de 27 ans et son fils qui avait, si je me rappelle, moins de 2 ans. Enfin, son enfant qui avait moins de 2 ans. Donc, vous voyez jusqu'où Israël va pour tuer les leaders palestiniens, et les leaders palestiniens l'intègrent. La plupart des leaders palestiniens savent qu'un jour, ils risquent de se faire tuer par les forces israéliennes. Et les exemples sont très nombreux. Maintenant, concernant la question de la défaite et des implications en France, donc je reviens aux contradictions d'Israël. Donc Israël veut être en même temps un État, se veut guerrier, mais en même temps ne veut pas faire de vraie guerre qui implique des sacrifices. Et en même temps, Israël se présente comme un sanctuaire pour les Juifs dans le monde. C'est-à-dire que quand en France il y a eu des attentats contre des Juifs en France, où des gens non armés se sont retrouvés tués, etc. Israël, tout de suite, s'est mis sur le devant de la scène et a dit aux Juifs français, venez en Israël, là-bas vous serez en sécurité. C'est-à-dire qu'Israël tente à la fois de faire la guerre à tout le monde sans avoir de pertes, elle fait la guerre à tout le monde, elle fait la guerre principalement aux Palestiniens, et veut que son territoire, malgré tout, malgré les guerres qu'elle mène et les massacres qu'elle mène, veut que son territoire soit un sanctuaire pour les Juifs du monde entier. Une chose en plus, l'une des manières qu'en France on a eu de banaliser le soutien à Israël, parce qu'il faut savoir que cette guerre-là nous a montré que la quasi-totalité de la caste politique en France, de la classe politique, a soutenu Israël. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a encore, Merdi l'a dit tout à l'heure, il y a encore 20 ans en France, il y avait un équilibre. Il y avait des gens pro-israéliens politiquement, d'autres qui étaient contre, etc. Et la France, d'une manière générale, cherchait une forme d'équilibre. Là, c'est plus du tout le cas. Il y a très peu de partis politiques qui ont pris position contre ce qui se passe. Et même ceux qui ont pris position n'ont pas appelé à braver les interdictions de manifestation. Donc, c'était des prises de position relativement timides face à ce que faisait Israël. Mais ce qui me paraît encore plus intéressant, c'est que, comme je disais, la manière dont on a banalisé Israël, c'est pas directement en disant genre, regardez, Israël sont des gens gentils. C'est en disant, Israël peut nous inspirer dans ses méthodes. On l'a évoqué tout à l'heure, l'une des manières qu'on a eu de banaliser le fait israélien en France, c'est de dire, regardez, nous avons du terrorisme domestique en France, nous avons un problème avec les musulmans, pour pouvoir gérer nos problèmes avec les musulmans, faisons ce qu'a fait Israël. Et le dernier exemple en date, et ça je trouve que c'est, comment dire, peut-être ironique, ou ça m'a beaucoup fait rire, c'est que un syndicat de policiers disait carrément de faire des checkpoints comme en Palestine, de s'inspirer des méthodes dites antiterroristes israéliennes. Eh ben, on voit le résultat. Toute la politique sécuritaire israélienne s'est effondrée en une semaine. Donc, c'est un véritable, comment dire, désaveu pour toute cette classe politique qui a appelé à s'inspirer d'Israël en disant, regardez, Israël arrive à gérer les problèmes de terrorisme, arrive à gérer les problèmes avec les musulmans. Et ben voilà le résultat. Ça ne fonctionne pas. Et pire que ça, Israël s'est même retrouvé ébranlé dans son fort intérieur. Donc c'est pour moi l'une des principales victoires que nous pouvons retirer, nous, en France, de ce qu'ont fait les Palestiniens, bien entendu, c'est qu'ils ont brisé, ils ont achevé de briser cette image d'Israël, d'État surpuissant, d'État intouchable, d'État exemple, hein, parce que il y a ce fameux truc qu'on vient de dire, qu'on vient de décrire, que Israël est un exemple au niveau sécuritaire. Israël n'est ni intouchable, ni aussi puissant qu'on voudrait bien le croire, et n'est pas un exemple en termes de gestion sécuritaire. Au contraire, par sa répression, Israël génère toujours plus de résistance, génère toujours plus de colère chez les Palestiniens et de volonté de libération. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, les Palestiniens étaient fatigués de l'intifada. Même à Gaza, il y a eu des moments à Gaza où certains Palestiniens ont même
fait part de leur lassitude. Là, chaque fois que des roquettes étaient tirées, chaque fois que des Palestiniens allaient dans la rue, tous les Palestiniens massivement applaudissaient ça, applaudissaient les actes de résistance et l'immense majorité des Palestiniens ont fait montre de leur volonté de tout bord politique possible et imaginable, ont fait montre de leur volonté de libération et de résistance. Donc, et concernant ce qui se passe en France, je le dis et je le répète, même l'acharnement de la classe politique de ces derniers jours à vouloir à tout prix soutenir Israël et renvoyer dos à dos la résistance palestinienne et Israël, alors que quand Israël tue et qu'il n'y a pas de réponse de la résistance, on ne dit absolument rien, ça nous montre qu'il y a une forme même de panique dans les milieux politiques, même français, et que ces milieux politiques-là ont compris que quelque chose s'était passé, quelque chose de grave s'était passé, et que la carte qu'ils avaient parié avec, enfin, le pari qu'ils avaient fait en jouant la carte israélienne, finalement n'est plus un pari aussi sûr, n'est plus un pari aussi, n'est plus un pari gagnant.